Notre manifestation, le rendez-vous du carnet de voyage, va lancer, c'est une nouveauté dans ce sens où ça va prendre une place entière au sein de notre programmation, ce sont les poètes en voyage. Et je vais donner ce petit texte que Jean-Pierre Siméon, que je vais vous présenter ensuite, mais je trouve qu'en introduction c'est très bien. Voulez-vous une bonne définition parmi 100 de la poésie ? Eh bien, voici une que je tiens pour véritable. Tout poème est un carnet de voyage. Certes, on peut citer à l'infini les noms des poètes voyageurs, de ceux qui firent l'éloge du voyage, de ceux qui firent poème de leur course à travers le monde, que ce soit par exemple Du Bellay, Hugo, Rimbaud, Valéry Larbaud, Blaise Cendrars, Victor Ségalen, Claudel ou Supervielle. Mais disons-le tout net, toute poésie est d'abord un voyage vers ce lointain intérieur dont parle Henri Michaud, un aller-retour perpétuel entre le regard hypersensible sur le monde du dehors et l'exploration de l'espace du dedans. Tout poème est un départ, est un dépaysement de la langue pour traverser la profondeur du réel, ou, pour le dire comme Baudelaire, une invitation au voyage. Merci Jean-Pierre. Donc je vais vous présenter très rapidement, mais vous les connaissez, Jean-Pierre Siméon tout d'abord, qui est poète, romancier, dramaturge, critique, mais aussi professeur agrégé de lettres modernes. Il est l'auteur de nombreux recueils de poésie, de romans, de livres pour la jeunesse, de pièces de théâtre. Il a créé en 1986 la Semaine de la poésie à Clermont-Ferrand et il a été directeur artistique du Printemps des poètes de 2001 à 2017. Il a été poète associé au Théâtre national populaire de Villeurbanne de 2001 à 2019 et il est président du jury du prix Apollinaire, je crois que c'était il n'y a pas longtemps. Oui, lundi dernier. Voilà. Le prix a été donné à Patrick Clopin. Je vous le dis comme ça, lisez Patrick Clopin. Patrick Clopin, il faut être lyonnais. Ah oui, voilà. J'en profite. Oui, mais bien sûr. Le prix Apollinaire, c'est le plus grand prix de poésie, si vous voulez. Une sorte de concours de poésie. Et c'est Patrick Clopin qui a eu le prix cette année. Voilà, le prix Patrick Clopin habite à Lyon et découvrez sa poésie magnifique. Voilà. Aujourd'hui, un mot comme ça suffit. Donc, Patrick Clopin, à noter. Les gens étaient membres du jury. Et Jean était membre du jury. Alors, vous voyez, on a les deux, donc tout bien. Il est l'auteur, il est actuellement directeur Jean-Pierre Siméon de la collection Poésie chez Gallimard. Et il est l'auteur notamment, parce qu'on ne va pas tout citer, des essais La poésie sauvera le monde chez Le Passeur et Petit éloge de la poésie aussi chez Folio. Enfin, près de Jean-Pierre, son ami Jean Rouault, que nous avons vraiment aussi beaucoup de bonheur à accueillir pour notre rendez-vous. Études de lettres à Nantes, alors là c'est sa petite bio qui nous a transmis, je vous la donne en direct et j'ai beaucoup apprécié. Donc études de lettres à Nantes, travaux précaires, un temps billettiste à la une du quotidien nantais L'Éclair, renvoyé. Départ à Paris et pendant 7 ans, vente de journaux dans un kiosque de la rue de Flandre dans le 19e arrondissement. Parution en 1990 des Chants d'honneur qui obtient le prix Goncourt. Ce que raconte Comédie d'automne, donc c'est son 6e et dernier épisode de la vie poétique, laquelle se veut une tentative de restitution de son chemin d'écriture. Parallèlement, développe un autre cycle, La pensée magique, mêlant réflexion, poésie et récit, qui tente de mettre à jour les invariants parvenus depuis la préhistoire jusqu'à nous. Donc là, je vais leur laisser la parole, parce que le but, c'est pas que je parle, bien sûr, donc c'est à eux, et je vais juste redonner un petit peu le thème de cette conversation. La vie poétique, la poésie, c'est d'abord un déplacement du regard, un dépaysement de la pensée, un pas toujours recommencé dans l'inconnu de nos vies. Littéralement, la poésie est un carnet de voyage de la vie. Jean Rouault et Jean-Pierre Siméon arpentent aujourd'hui, en conversant, les territoires sans frontières du poème où le cœur voyage. À vous, messieurs. Merci Pierrette. Alors je vais commencer et puis on va dialoguer, on va converser. On ne sait pas où on va aller, mais c'est le principe du voyage, n'est-ce pas? Enfin, en tout cas, des voyages poétiques, ce sont ceux qui n'ont pas de destination tout à fait prévue, n'est-ce pas? La première chose que je voudrais dire, il faut qu'on se mette d'accord. Quand on parle de poésie, il y a tellement de malentendus.
je suis bien persuadé que beaucoup d'entre nous partageons les mêmes malentendus concernant la poésie. Donc on ne parle pas de cocognasserie ou de gentillerie, d'émoi sentimental, n'est-ce pas? On parle de vraiment autre chose. Et si on est ici présent, c'est que justement la poésie, quelle qu'elle soit, dans tous ses états depuis des siècles et des siècles, des millénaires, il y a des poètes partout, n'est-ce pas? Quelle que soit sa forme orale, écrite, qu'elle soit, comment je pourrais dire, de la révolte ou de l'intériorité, peu importe, la poésie est une chose grave, au sens où elle a du poids. C'est pas une gentillerie de surface, n'est-ce pas? C'est pas une coucognasserie, comme je le disais tout à l'heure. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit effectivement, depuis toujours, quelles que soient les formes de la poésie, d'un affrontement au réel. Le réel rugueux, dont parlait Rimbaud, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les poètes sont entichés du réel. Ils ne sont pas des rêveurs, ils ne sont pas des gens de l'ailleurs lointain, c'est-à-dire des rêveurs, des gens qui se prennent le nez dans le lampadaire parce qu'ils regardent les étoiles, n'est-ce pas? Les poètes ont les yeux fixés, obsessionnellement, sur le monde qui les entoure, ou le monde intérieur qui est évidemment nourri du monde qu'ils traversent ou du monde qui les traverse. Voilà, je veux dire ça en priorité pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Nous sommes bien à notre place ici. Quand Pierrette est venue me trouver, j'ai dit, mais bien sûr, carnet de voyage, les textes qu'elle a lus le disent, carnet de voyage, ça définit la poésie. Je crois vraiment que la poésie est, quelle que soit encore une fois sa manière d'attraper le réel, est une manière de traverser le réel, de tenter de le saisir dans sa complexité, dans ses strates multiples, dans son infini, d'échapper à la surface des choses, n'est-ce pas? Et donc, rappelez-vous, par exemple, ce que disait déjà depuis longtemps le poète Novalis, la poésie est le réel absolu. Plus c'est poétique, plus c'est vrai. Voilà ce que disait le poète Novalis il y a 2 siècles et demi à peu près. Et tous les poètes le disent, n'est-ce pas? Ils ne sont pas des gens qui sont là pour chanter une petite romance qui nous ferait du bien. Voilà. Alors, ceci étant dit, pour poser les choses très clairement, oui, la poésie est un moyen absolument intransigeant, je voudrais dire peut-être même furieux, fougueux, de s'en prendre au réel, ou de se laisser prendre par le réel. La réalité, encore une fois, dans tous ces états, celle qu'on voit dans les carnets de voyage, n'est-ce pas? C'est donc bien une affaire de regard et on y reviendra. Quand Pierrette m'a invité, je dis bon, il faut qu'on invite quelqu'un avec quelqu'un qui sera capable aussi de témoigner de ce dont je viens de parler. Et alors j'ai pensé à Jean au-delà de l'amitié, parce que son œuvre, c'est l'œuvre d'un poète. Voilà ce que je crois, on le connaît comme romancier, mais c'est un malentendu. Il y a beaucoup des meilleurs des romanciers sont en fait des poètes. D'ailleurs, Georges Perros disait, toute œuvre de haute race cache un poème, n'est-ce pas? Et il y a un poème, au fond, dans les Chants d'honneur, mais dans tout ce qu'a écrit Jean, et Jean, je le sais, pour l'avoir bien côtoyé, c'est un poète, et comme on peut l'être sans écrire de poème, n'est-ce pas, au sens traditionnel du poème, avec des rimes ou pas des rimes, avec des vers ou pas des vers, n'est-ce pas? Il y a 1000 façons d'être poète, et d'ailleurs je pense que beaucoup des invités ici sont intensément poètes. On le voit dans ce qu'ils proposent, n'est-ce pas? Il y en a qui le sont peut-être pas, mais ça se voit aussi. Voilà, c'est clair. Non, mais il faut le dire. Mais chez les poètes, c'est pareil. Vous pouvez lire des poèmes et il n'y a pas de poète derrière, n'est-ce pas? J'ai écrit quelque part, mieux vaut un poème sans poème, un poème sans poète qu'un poète sans poème. Bon, enfin bref. Et donc, Jean a écrit, par exemple, j'ai voulu qu'on donne comme titre à notre conversation un titre de Jean, qui est ce grand parcours dont a parlé Pierrette, qui s'intitule « La vie poétique », où il fait une sorte de voyage dans sa propre vie, dans le monde qu'il a traversé depuis des années et des années. Lisez ça, alors le dernier c'est Comédie d'automne, mais il y en a bien d'autres avant, et c'est justement ce que je disais. C'est dans le petit texte, c'est un regard plein à la fois d'humour, de profondeur, d'insolence parfois, et d'une vraie franchise sur le monde traversé, sur la vie vécue, vraiment vécue, pas la vie simplement considérée de loin, le poing sous le menton, n'est-ce pas? C'est la vie à bras-le-corps, avec ses défaites, il raconte ses illusions, ses espoirs. Par exemple, Jean raconte dans sa jeunesse avec sa guitare,
les râteaux qu'il a pris, enfin, etc., etc. Voilà, donc je vais donner la parole déjà à Jean pour ça, pour qu'il nous dise, pour lui, sa vie poétique, comment il le pense, comment il sent ça, tout ce que je viens de dire. Il a le droit de ne pas être d'accord, parce qu'on est souvent d'accord, mais on peut ne pas l'être aussi. Ça marche, ouais. En fait, là on a parlé de la poésie, mais la vraie question c'est qu'est-ce qui différencie la poésie d'un texte en prose. Et quand Novalis dit que la poésie c'est le réel, il se trouve qu'au XIXe siècle, c'est le roman réaliste qui a tout pris le réel. Et avec une force dingue. Le réel avant était pris par la poésie. Quand vous lisez Agrippa d'Auvigné ou quand vous lisez Ronsard sur les misères de la guerre, ce sont des carnets de voyage terrifiants, tragiques. Les tragiques d'Aubigné, quand vous lisez ça, c'est comme si vous étiez le 7 octobre en Israël. C'est d'une violence inouïe. Et si on pense la poésie comme des coucougnasseries, comme dit Jean-Pierre, c'est évident que ça rend, pour Agrippa, c'est pas l'enjeu. On n'y pense pas une seconde. Et donc la poésie avait capté ce réel-là. Virgile, les géorgiques, les bucoliques, ce sont quasiment des traités d'agronomie. Vous apprenez comment s'occuper des abeilles, des vignes, etc. Et la grande affaire, ça a été cette bascule au milieu du XIXe siècle, quand est arrivé le roman réaliste, parce que le roman avant n'était pas réaliste. Quand vous lisez Marivaux, même La Princesse de Clèves, enfin on est dans le souci de restitution de la réalité n'est pas premier. Et donc le roman réaliste, quand il débarque avec Balzac et puis Stendhal, Flaubert et compagnie, prend pour lui toute la masse du réel. Il y a cette idée que pour dire le réel, il faut s'étaler, il faut de la place. Parce que le monde s'est agrandi, le monde qui était avant l'Europe, soudain a découvert qu'il n'était pas seul au monde. Et donc pour dire ce monde-là agrandi, avec par exemple cette histoire des lieux, c'est évident que le théâtre au XVIIe, XVIIIe siècle, le lieu c'est Paris. Bon. Et puis soudain, avec le roman réaliste, vous voyez arriver Angoulême, vous voyez arriver Tours, et donc c'est la province qui arrive. Soudain, déjà il y a un agrandissement de l'espace. Et puis après, ça va s'agrandir davantage parce qu'il va y avoir les actions militaires au Maroc, en Indochine, etc. Donc cette volonté de conquérir tout l'espace. Et c'est comme si la poésie, soudain, avait été dépassée. Et que le roman, avec aussi il y a des carnets de voyage monstrueux qui vont être ceux d'Albert Londres, par exemple, hein, qui voyagent pour essayer d'attraper tout ce monde-là, comme ça, nouveau, qui est apparu, qui est devenu beaucoup plus commun avec le temps. On n'est plus avec les caravelles de Christophe Colomb. Et il y a, Jean-Pierre citait l'invitation au voyage de Baudelaire. En fait, il y a deux invitations au voyage. Il y a l'invitation au voyage en poésie, et puis il a fait une version en prose. C'est comme si, là où on vient de passer la moitié du XIXe siècle, c'est comme si Baudelaire anticipait ce moment où la poésie, avec ses codes, parce que la poésie, jusque-là, c'est de la poésie rimée, mesurée. L'autre jour, on a donc au sein du prix Apollinaire, il y a un poète qui s'appelle Philippe Delaveau. Il parle de Rostand. Et il dit, Rostand, ses vers sont nuls, mais il y a des rimes à la fin. Et donc, alors les vers de Baudelaire, évidemment, un mot de ça n'était pas nul, mais ça rimait, il y avait cette cadence. Et comment on a, avec du tatata, avec la rime à la césure, avec la césure, etc. Et on avait tous ça dans l'oreille. Les gens avaient tous ça dans l'oreille. Et soudain, cette cadence bien ordonnée, au moment où le monde est en train d'exploser, soudain, ça ne rentre plus dans ce... Alors on va inventer l'enjambement, enfin, on va essayer de s'extirper de cette forme ancienne du vers. Et c'est Rimbaud
qui écrit ses poèmes de jeunesse en vers, en alexandrin, sont des poèmes réalistes. Le Demeure du Val, c'est une nouvelle de Maupassant. Voilà, on est dans la campagne, là, il y a un type là, au bord de la rivière, il a l'air de dormir, et puis, oh merde, il a 2 trous rouges au côté droit. Donc ça peut faire parfaitement une nouvelle. Et au cabaret vert, c'est le type qui rentre avec la serveuse, son sandwich en jambon, etc. On y est. Et donc, il comprend, Rimbaud, qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça, à faire rentrer ce monde-là. Alors, quand ce sont des petites scènes intimistes comme ça marche, mais pour essayer de faire la légende des siècles, et à quoi s'est essayé Hugo, ça devient beaucoup plus compliqué. Comment faire rentrer le train, comment faire rentrer l'industrie. Vous savez, dans Rimbaud, il y a cette... il raconte dans Une saison en enfer qu'il croyait voir sincèrement une mosquée à la place d'une usine. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, alors la mosquée, on sait qu'il y a l'ombre du père derrière, qui avait été en Algérie, qui avait été traducteur du Coran. Mais ça veut dire que dans le paysage, et le paysage des Ardennes, eh bien, au-dessus des forêts, vous avez des cheminées d'usine qui crachent le feu, qui crachent des fumées noires. Et vous avez ça dans un roman quasiment contemporain de Georges Genel, Le Maître des Forges. Et donc, comment faire rentrer cette modernité-là avec les bateaux à vapeur que Rimbaud a pris abondamment, le train, et puis vont arriver le téléphone, la voiture, l'avion. C'est en 30 ans tout ça, le cinéma. Quand Rimbaud, la lettre à Demini, donc on connaît la lettre du voyant, donc Paul Demini n'est là juste pour avoir réceptionné cette lettre-là. Mais il a un frère, Georges Demini, qui est un des inventeurs du cinéma. C'est-à-dire que les premiers films animés, c'est Georges Demini, où il est face caméra, et puis il articule comme ça, je vous aime. Donc on entend très bien, je vous aime, uniquement à la façon dont il articule. Il est chez Charles Cros, il est logé chez Charles Cros, et c'est évident qu'il a dû voir tous les croquis de Charles Cros avec toutes les inventions de Charles Cros qui invente le phonogramme. Donc et il en arrive à cette conclusion, il dit à Banville, ce môme de 17 ans qui dit au pape de la poésie, là, est-ce qu'il ne serait pas temps d'abandonner l'Alexandre? Et donc il y a cette idée que là on est contemporain de Zola, avec c'est le début des Rougon-Macquart, qui va faire rentrer lui justement tout ce monde industriel, c'est-à-dire avec le prolétariat, avec ses paysans, etc. Et puis la puissance de l'argent dans ses romans. Et là, la poésie, elle est démunie face à ça. Elle a composé avec les chevaux, les fleurs, les femmes, les paysages. Mais là, mettre le Singem dans un poème, ça devient compliqué. Et il dit, voilà, stop, on arrête. Alors après, c'est lui-même qui va mettre en place cette poésie en prose. Mais alors, la question, et c'est là aussi, là où on en est aujourd'hui, c'est que si on fait de la prose, qu'est-ce qui fait qu'une prose est poétique et qu'elle se différencie d'une prose narrative? Dans les illusions, dans les illuminations, Rimbaud brouille ce réel-là. Parce qu'il sait très bien que s'il raconte simplement qu'il a été témoin du percement du métro à Londres, c'est un article de journal. Et donc, dans Ville, quand il parle de ces chalets de bois vitrés tirés par des poulies, c'est le métro de Londres. Mais si vous ne connaissez pas le contexte, vous êtes infiché de savoir de quoi il parle. Et donc, la première réaction de Rimbaud, c'est d'enjoliver le langage, de le sublimer en le détachant du réel, en fait, puisque le réel, ça y est, c'est capté par la prose et le réalisme. Et donc, il y a ce moment où la poésie se demande qu'est-ce que je peux dire du monde, sachant qu'il y a le train blindé du roman là qui a tout pris. Or, là je termine, on est à ce moment, ça je suis persuadé, où le roman est tellement codifié et tellement stéréotypé qu'il ne rend plus compte du réel. Et que là, la poésie a un vrai rôle à jouer, cette façon depuis quelques années, parce que Jean-Pierre pourra en parler bien mieux que moi,
ces années de formalisme poétique où la poésie ne disait plus rien qu'elle-même, enfin, que la volonté de dire autre chose que ce qu'elle disait. Et donc, je crois que vous savez, le roman, c'est quoi? C'est Pauline se promenait le long du rivage, ses longs cheveux flottant en vent, quand soudain elle aperçut une main qui sortait des flots. Elle cria vite, venez, CRS, sauver ce malheureux. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de choses où il mit son clignotant à gauche. Et j'avais ça dans un roman là, récemment, au bout de 3 lignes. Et moi j'ai dit c'est bon, je descends, je veux choisir. Je n'ai pas envie d'aller à gauche, mais je vais choisir où aller. Et donc c'est tellement stéréotypé que le roman en arrive à ne plus rien dire du réel. Oui, ben, alors on peut continuer. On va la faire à saut et à bombarde, comme disait Montaigne, notre conversation. Cette histoire de saisie de la réalité, en fait, je crois qu'effectivement, à part cette période dont tu parles, la poésie a toujours essayé d'attraper le réel. C'est-à-dire que, regardez, avant et après, on trouve, on a parlé tu as parlé des tragiques d'Agrippa d'Aubigné, on pourrait parler même de Du Bellay. Enfin, c'est des gens qui parlent. Du Bellay, il parle de Comediante, il est à Rome, il fait un portrait ridicule, drôle, très drôle, c'est très drôle parfois, de ces apparatchiks de la vie romaine, des grands dignitaires, et il les ridiculise. Il est donc bien dans le réel, vous voyez. Et après, donc il y a eu ça pendant toute une période, et après ça revient. Il y a eu, par exemple, très vite, les villes tentaculaires de Verhaeren au début du XXe siècle, et Apollinaire, qui, à la suite de la leçon de Rimbaud, dont tu parles magnifiquement, il fait entrer le moderne, concret, dans le poème. C'est-à-dire, par exemple, dans la chanson du mal-aimé qui commence, vous savez, un soir de demi-brume à Londres, un voyou qui ressemblait à mon amour vint à ma rencontre, et le regard qu'il me jeta me fit baisser les yeux de honte. Il raconte une histoire, en fond, son propre cheminement dans la ville de Londres, dans le désespoir de son amour perdu. Oui, mais à l'intérieur, vous avez des contradictions incroyables dans la saisie des choses. Par exemple, vous avez les tramways, feu vert sur les chines, musique au long des portées de rails, leur folie de machine. Ça, c'est au tout début du siècle, en 1904, je veux dire. Je chantais cette chanson en 1904, etc. Donc, c'est-à-dire que là, il fait entrer, comme nous, on ferait entrer le TGV dans le poème, vous voyez. Exactement, et c'est possible aujourd'hui. Ça n'a pas été un moment dans ce que tu dis. Donc, il y a eu des périodes de retrait, le Parnasse, etc., où la poésie était dans ce symbolisme dont parle Jean. Et puis, il y a eu la période formaliste dont tu parles aussi, des années d'après-guerre en France. Et ce sont 2 moments exceptionnels où la poésie s'est vraiment retirée du réel. C'est-à-dire où elle perd la rugosité du réel et le concret des choses. Et en fait, c'est que des petits moments. Le fond de la poésie, c'est ça que je dis dès le début, le fond de la poésie, son enjeu premier, c'est justement cette préoccupation de la réalité, alors dans tous ses états. C'est-à-dire que le poète, il fait comme le carnétiste ici, il part du réel vu, senti, ressenti, traversé, enfin du réel vécu, comme je dis, mais il n'en se tient pas à la première sensation ou au premier regard. Il cherche toujours à faire qu'il y ait un double fond, un triple fond, qu'il y ait une polysémie immédiatement. C'est-à-dire que ce qui est donné à voir n'est que le seuil vers un infini de sens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui fait la poésie, et c'est pour ça que, quel que soit le moyen, ça peut être un chant, ça peut être une danse, Pina Bausch, aussi bien que, je sais pas moi, le chant de Lavilliers, pourquoi pas, dès qu'il y a un geste quel qu'il soit, verbal, physique, par les couleurs comme un peintre évidemment, ou même par la photo quand elle n'est pas justement seulement la prise en compte immédiate du réel, une citation pure du réel, dès que, quel que soit le geste humain, n'est-ce pas, dès qu'il fait apparaître un fourmillement de sens, un inconnu, alors on est dans la poésie. Et c'est pour ça que je dis que la poésie est un voyage, et c'est un voyage vers l'inconnu. Or, vous savez, j'ai apporté ici, à propos d'inconnu, j'ai apporté ici cette petite anthologie en poésie Gallimard, c'est pas pour faire de la pub, c'est parce que c'était pertinent, n'est-ce pas, et qui s'intitule Poète en partance, qui est justement le rapport, une petite anthologie, le rapport des poètes au voyage, mais qui est en fait un rapport des réels
des poètes réels, à ce réel inconnu. Alors, tenez, il y a le grand poème de Baudelaire qui s'intitule Le Voyage. On a parlé de l'invitation au voyage, mais le poème de Baudelaire, qui est un grand poème de 4-5 pages, qui devrait être, à mon avis, le manifeste des carnets de voyage. Parce qu'il dit tout des voyages, des bonnes et des mauvaises raisons du voyage. Du voyage de la vie et du voyage tout court, concret, immédiat. Et alors je vous lis simplement quelques vers de ce long poème, je ne vais pas vous lire, mais par exemple il dit ceci: « Mais les vrais voyageurs sont ceux-là qui partent pour partir. Cœur léger, semblable au ballon de leur fatalité, jamais ils ne s'écartent, et sans savoir pourquoi, disent toujours « allons ». Moi je trouve ça absolument magnifique et drôle en même temps. Et puis c'est là aussi que vous trouvez dans ce poème cette fameuse expression rendue célèbre par un grand festival, un autre, ce festival cousin: « Étonnant voyageur, quelles nobles histoires nous lisons dans vos yeux profonds comme les mers. Montrez-nous les écrins de vos riches mémoires, ces bijoux merveilleux faits d'astres et d'éther. Nous voulons voyager sans vapeur et sans voile. Faites, pour égayer l'ennui de nos prisons, passer sur nos esprits tendus comme une toile, vos souvenirs avec leur cadre d'horizon. Dites, qu'avez-vous vu ?» Et puis la fin, peut-être, la fin de ce immense poème, que vous connaissez tous un peu au moins par le premier vers. « Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre, ce pays nous ennuie, ô mort, appareillons. Si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre, nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons. Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte. Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. » Et au fond, cet appel à l'inconnu est, moi je crois, la constante de la poésie. Et le poème d'après, que je ne vais pas vous lire, mais qui suit immédiatement, c'est le poème de Stéphane Mallarmé qui s'intitule « Brise marine ». Et c'est quoi? C'est exactement la même chose, n'est-ce pas? C'est toujours cet appel de l'inconnu. Vous savez, ce poème qui termine « Mais oh, mon cœur entend le chant des matelots ». Ouais, vous lisez ça, vous voyagez pareil, hein, chaque poème est un... Et je voulais vous lire aussi, mais j'ai pas le temps, parce que peut-être tout à l'heure je dirai un poème d'Apollinaire qui s'intitule « Voyageur ». Mais il y a plein de poèmes qui parlent du voyage autrement que dans le stéréotype des agences de voyage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce que je voudrais dire ici, c'est que quoi qu'il en soit, ce qui justifie notre présence et qui justifie la présence de fond de la poésie ici, et parce qu'on fait un jour inaugural, donc il faut bien qu'on argumente, n'est-ce pas, si ça paraît pas évident pour vous tous. Eh bien, c'est que la poésie, elle est fondamentalement, quelle que soit sa forme, quels que soient les états qu'elle prend à travers les siècles, parce que la poésie est sensible dans sa forme à ce qui la traverse, et quels que soient ces états, elle est un appel à l'inconnu. Et c'est ce qui nous manque le plus dans le monde où nous vivons. Voilà pourquoi moi je suis passionné par les carnets de voyage, franchement, sincèrement, parce que toutes les personnes qui sont ici, si elles prennent le temps de partir et de regarder, partir d'ailleurs, on peut partir ici à Clermont-Ferrand, vous le savez très bien, l'ailleurs est partout, n'est-ce pas? C'est simplement que leur regard est une quête d'inconnu, est un questionnement. Or, aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est la passion, l'obsession du questionnement. Victor Klemperer, qui a écrit un livre extraordinaire et fondateur sur la langue du Troisième Reich, la langue des nazis, n'est-ce pas? Lui, il était juif allemand qui se cachait en Allemagne. Et il a écrit un livre sur la langue des... Et il dit ceci, il dit « Toute tyrannie, quelle qu'elle soit, son principe, c'est la répression du questionnement. » N'est-ce pas? Et c'est le principe inverse de la poésie, qui est l'obsession du questionnement, la mise en valeur du questionnement, c'est-à-dire l'appel à l'inconnu. En toute chose, se dépasser le connu, qui est l'immédiat donné, n'est-ce pas? De toute chose, nous avons un immédiat donné qui nous rassure, qui nous réconforte, c'est du connu. Ça va, on sait ce qu'on voit, on le connaît. Eh bien, il n'y a de monde augmenté, de vie augmentée, de réel augmenté, non pas avec l'informatique, hein, c'est une grande supercherie. Le réel augmenté, c'est la poésie, depuis toujours. Parce que le poète, comme, quel que soit, j'ai dit, ça peut être, je disais, Pina Bausch, Carnettiste ou Giacometti. Il nous donne à voir ce qu'on voit, mais il nous donne à voir, comme disait Rimbaud, ce que vous voyez, ça signifie ce que ça signifie, littéralement et dans tous les sens. Le littéral, on vous le donne, mais le poème va toujours au-delà du littéral.
Et toute image artistique, toute proposition artistique, elle nous entraîne dans ce voyage périlleux vers l'inconnu. C'est-à-dire que là où on n'a pas les repères, là où les choses ne sont pas dites une fois pour toutes, où toute chose prétendument connue, nous-mêmes par exemple, ou chaque fait de notre vie, est susceptible d'un sens non seulement imprévu, mais dérangeant, un antagoniste de ce qu'on croyait. C'est-à-dire que la moindre chose, dit le poème, est un monde à explorer. D'ailleurs, c'est Victor Hugo qui le dit. Hein. Il le dit de vous tous, il dit « chaque homme est un monde ». Chaque être est un monde. On porte un monde en nous. Et on porte un monde dans notre regard si on sait dépasser la première vision des choses. Donc, voilà pourquoi on a besoin plus que jamais, aujourd'hui, c'est politique ce que je dis, et je l'affirme avec netteté, parce que le monde va très 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 mal, n'est-ce pas? Eh bien, la poésie a d'autant plus d'importance en raison de ce que je dis. C'est-à-dire que, justement, nous sommes obsédés aujourd'hui du connu, de la chose close, du sens donné. Et le poète est celui qui dit « je ne me l'entends pas pour dit ». Une chose dite ne me suffit pas. Je vais toujours au-delà. Et rien que le fait de proposer une langue bizarre, insolite, imprévue, une langue qui tranche avec la langue de tous les jours, qui est la langue de la dénotation et de la description objective, c'est tout, n'est-ce pas? Rien que le fait de donner une langue qui trouble, parce que son principe c'est un mot n'égale pas un sens, mais un mot égale 1000 sens, rien que ça, ce dérangement-là, est un bras d'honneur à tous les langages technocratiques, et démocratique, terriblement, lapsus terrible, mais enfin bon, technocratique, ce qui dit bien le tour passe-passe, la langue technocratique qui, elle, enferme le réel, dans des sens immédiats et restreints. Et nous sommes tous enfermés parce que ce discours étant dominant et nous traversons le réel à travers le langage que nous utilisons ou qui est utilisé pour nous, ou en tout cas à travers lequel il est dit, eh bien plus ce langage est contraint, plus ce langage est fermé, moins nous avons accès au réel. Et plus le langage est libéré, subverti, c'est dérangeant. Parce qu'on n'a plus de repères, on ne sait plus où on est, on ne sait plus ce qu'on voit, on ne sait plus ce qu'on entend, etc. Mais plus là, on retrouve une liberté. Donc la poésie aujourd'hui est la manifestation par son principe même, pas dans ce qu'elle dit, peu importe, elle dit ce que tout le monde dit, mais par son principe même, elle est une objection à ce grand enfermement dont je parlais tout à l'heure. Une langue qui ne questionne plus, mais qui donne des réponses. Et les réponses, c'est mortifère. La réponse, ça tue, n'est-ce pas? Tout ce qui donne une réponse clôt le réel. La poésie, c'est la question en permanence. Et donc, je redis que, pour moi, c'est le sens même d'un voyage, quel qu'il soit. Que vous fassiez ce voyage dans votre chambre, autour de ma chambre, disait un auteur célèbre, n'est-ce pas? Ou que vous fassiez ce voyage dans la rue de Clermont-Ferrand, ou que vous le fassiez en Égypte ou ailleurs, ou en Afrique, n'est-ce pas? Ce déplacement-là, ce dépaysement-là, c'est sauver le réel du connu, n'est-ce pas? Et tant qu'on a en soi le goût de l'inconnu, la passion de l'inconnu, on est vivant. Dès qu'on perd, on meurt. Notre société meurt parce qu'elles ne veulent que du connu, de l'identifier, de l'immobiliser, n'est-ce pas? Donc voilà, à chaque fois qu'on fait des carnets de voyage, qu'on fait du festival du court-métrage, qu'on lit un poème, à chaque fois que vous lisez un poème, vous faites un bras d'honneur à ce qui nous enferme aujourd'hui. À tous ceux, mais vraiment, violemment. Voilà. Je dis. Maintenant, Jean, c'est à toi, et après je lis un poème d'Apollinaire. Oui, tu as toujours des choses à dire, alors. Parce qu'en fait, là, tu as pris le terme de poésie dans son sens large, étymologique, d'acte créateur, voilà. Ça vient du grec. Alors effectivement, la poésie, elle est partout à ce moment-là, il suffit d'ouvrir les yeux, et qu'évidemment, là, tout de suite, on se retrouve avec les grands créateurs. Parce qu'il y a ça qui est posé. Il y a Pina Bausch qui est absolument génial. Et puis vous avez des spectacles de danse qui sont emmerdants comme la pluie parce que vous avez quelqu'un qui marche en carré pendant 1 heure ou qui est assis en vous regardant fixement pendant 1 heure et ça s'appelle de la chorégraphie. Et bon, normalement, il y a quelque chose d'autre. Et tous les arts ont été confrontés à ça, ils étaient adossés à une grammaire, à tout un académisme. La danse, par exemple, c'était sauter, c'était tourner 10 fois sur soi, et c'était être gracieux, etc. Et tout ça a explosé en même temps que le monde explosait. C'est au XXe, quand le monde s'est défait, avec les 2 guerres mondiales et tout ce qui s'est, la Shoah et tout ce qui s'est ensuite, il est évident qu'on ne pouvait plus reprendre les mêmes
les mêmes chimiques comme ça, la même grammaire pour tous ces arts-là. Et donc il y a ceux qui se sont aventurés dans l'eau dehors, et là vous avez des gens comme Pina Bausch, mais au cinéma vous avez Bergman, vous avez Kurosawa, enfin vous avez des gens qui sont hors normes, parce que là on arrive à une question qui fâche, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas Rimbaud, tout le monde n'est pas Picasso, etc. Et donc se pose, donc il y a cette question poétique générale où effectivement toute manifestation qui procure de l'inédit, qui provoque de l'inédit, hein, c'est la phrase de Saint Jean de la Croix, pour aller où l'on ne sait pas, il faut passer par où l'on ne sait pas. Donc l'académisme, c'est borné. Hein, on sait par où il faut passer, mais surtout, il ne faut surtout pas sortir de là. Et le problème, c'est quand on sort de là, on se heurte aussi, en allant vers l'inconnu, on se heurte aussi à l'inconnaissable et à la difficulté de dire cet inconnaissable-là. Dans quel mot, dans quelle langue? Et alors, c'est là que tu reviens quand même à cette idée de la langue, de la poésie, le poème, parce que aujourd'hui, quand on parle de poésie, on parle poème, en fait, hein, et poète. Et donc, c'est l'histoire de la langue. Et qu'est-ce qui différencie une langue, la langue du poème, de la langue de la prose? Qu'est-ce qui fait qu'on se dit, tiens, ça c'est un texte, ça c'est de la poésie, et ça c'est une nouvelle Donc, ça veut dire qu'il y a un travail sur la langue qui consiste à s'affranchir des codes du récit. Et les codes du récit, vous savez, c'est simple, vous avez la syntaxe, vous avez la concordance des temps, vous avez tout un tas de choses. Donc la première, et dans la poésie classique, quand elle était à l'intérieur de ces 12 pieds, etc., il y avait cette liberté de dire le monde tel qu'il est, puisque la rime allait amener autre chose. Dans les Parnassiens, ils commençaient par mettre des rimes tout à fait surprenantes, et après ils trouvaient les vers pour relier ce qui donnait un effet assez, pouvait être kitsch aussi, mais assez inédit. Et donc quand on lâche ça, qu'est-ce qui fait qu'une langue devient poétique? Qu'est-ce qui fait que quand même un poème, ce n'est pas un roman? Même si vous avez Chateaubriand, c'est absolument magnifique, mais quand il fait de la poésie, moi je suis tapé de lire ça. Il a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Moïse. Bon, c'est pas Racine, quoi. Voilà. Et Chateaubriand est absolument génial. Sa prose superbe et tout. Mais il y a cette forme bien particulière. Et donc, la première chose, c'est que le poème s'affranchit de la syntaxe. Il n'est pas tenu par les mêmes règles de la syntaxe. Il peut procéder davantage par allusion, par apocope, en fait, tous ces artifices-là comme ça. On n'exige pas de lui les règles de l'instituteur qui veut que verbe, sujet, complément, et puis et que qu'il y ait concordance des temps entre les propositions. Il s'affranchit de la syntaxe, et alors pouvez vous affranchir, premièrement, et puis s'affranchir du sens. Et là, le sens, parce que quand même, entre le symboliste, les symbolistes et les formalistes, il y a quand même toute cette longue période du surréalisme, après Apollinaire, qui invente le mot. C'est-à-dire, c'est un surréel. Donc on voit bien que déjà de rester dans le réel, ça devient très compliqué. Et Breton, ça n'est jamais sorti avec ça, alors qu'il y a une poésie très réaliste, Breton, contrairement à ses textes. Et donc, c'est ce malaise-là dans lequel s'est tenue la poésie depuis une cinquantaine d'années, c'est comment réintroduire le réel dans la forme poétique, mais quelle forme va prendre cette restitution pour ne pas ressembler à un article de presse. Et donc, ce travail sur la langue, or on sait qu'on peut se couper, que la langue peut être aussi un moyen de se couper de l'autre. Si vous employez un langage abscon, et certains poèmes, la plupart des poèmes de René Char, vous ne savez pas de quoi il parle quand même. Et il y a une préface de Paul Veyne, où Paul Veyne veut absolument connaître le sens d'un poème de René Char. René Char, furieux, il va se fâcher avec Paul Veyne.
alors que c'était deux grands potes. Il va se fâcher parce que René Char dit, moi je vais vous dire ce qu'il y a derrière ce poème. Et puis derrière ce poème, il y a une histoire assez banale avec Nicolas de Staël, je crois. Et évidemment, complètement maquillé, il ne reste plus rien. Mais nous, on n'a que cette version-là. C'est-à-dire que le sous-texte qui a permis l'émergence de ce poème-là, ce sous-texte-là nous est inconnu. Et au fond, est-ce que le rôle du poème, ce n'est pas de nous faire traverser le poème pour arriver à ce sous-texte, et à travers ce sous-texte-là, à une infinité de sens. Mais si le texte est fermé, du coup, on se retrouve effectivement avec un pur exercice formel. Et ça, c'est le danger de la poésie. C'est la poésie qui a vocation justement à dire le monde tel qu'on ne le perçoit pas vraiment, avec un changement de focale, de changement de point de vue, etc., de sensibilité aussi. À quel moment elle en arrive aussi à se couper de l'autre, parce que le lecteur, c'est l'autre. Et pour revenir à Rimbaud, c'est après le coup de feu là, de Bruxelles, donc on est en 73, et il va repartir à Londres. Et il passe par Paris, et il est... alors là, du coup, il est complètement tricard à Paris, parce que ses phrases qu'avec Verlaine l'ont détourné de tout le monde. Et il est au café près de... Il n'y en a plus là maintenant, mais à l'angle de la rue Vaugirard et de la place de l'Odéon. Et il est tout seul à une table, et il y a tous les poètes là, qu'il connaissait avant, qui le regardent comme ça, qui ne veulent surtout plus avoir affaire à lui. Et puis il y a un jeune homme aussi dans ce groupe à côté qui se lève pour sortir du café, et puis qui fait demi-tour et qui va vers Rimbaud. Et il dit voilà, je suis très admiratif de poèmes, ce qui veut dire aussi que les poèmes de Rimbaud, bien qu'ils n'ayant pas été publiés, circulaient, et qu'il avait vraiment été comme une météore, il avait vraiment ébloui son monde. Et il dit je connais bien vos poèmes, j'essaye moi aussi un petit peu d'imiter. Et Rimbaud répond, la poésie écrite, c'est là où il dit la poésie écrite ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est les voyages. Donc vous voyez qu'on rejoint notre problématique initiale. Il dit d'ailleurs, demain, je pars à Londres. Et donc c'est Germain Nouveau qui dit je peux venir avec vous? Et Rimbaud qui lui répond oui, mais je vous préviens, il va y avoir de la misère. Et donc on voit que chez Rimbaud, cette substitution, comment le voyage devient lui-même un acte poétique. Et à partir de là, il ne va plus du tout s'intéresser à la poésie. Quand il se fait envoyer des livres au Harare ou à Aden, ce sont que des livres techniques pour comment fabriquer une éolienne ou des choses comme ça. Et quand il se fait envoyer un appareil photo, c'est que il demande à ce qu'il y a de plus basique pour restituer le réel, à la photo, de dire ce réel-là. Il se trouve que Rimbaud, qui avait prôné le dérèglement des sens, n'a pris que des photos floues. Donc même le réel, pour lui, se dérobe tout le temps. Enfin, c'est quand même le grand poème de Rimbaud, le réel. Et la réalité rugueuse à étreindre, il a eu beaucoup de mal. Et donc, c'est le voyage qui devient un objet poétique en soi. Et pour Rimbaud, voilà, il ne trouve pas la solution. Mais, comme dit Jean-Pierre, les autres vont s'attaquer au poème. Et le premier grand poème de la modernité, c'est Pâques à New York de Sandras. C'est-à-dire qu'il commence en alexandrin, et puis peu à peu, il abandonne Alexandrin. C'est-à-dire que là où, dans un poème mesuré, on aurait mis une cheville pour arriver à 12, il dit c'est pas la peine. Et on voit bien comment peu à peu, il lâche les deux petits trous là, de la poésie, qui sont le vers mesuré et la rime, pour arriver à cette vision formidable des migrants. Enfin, on est vraiment à Ellis Island. Enfin, c'est un poème absolument magnifique. Et puis après, ça donne évidemment, où là du coup il ne reste plus rien ça rime un peu encore, ça sonne dans Pâques à New York. Et dans la prose du Transsibérien, après,
il n'y a plus rien. Parce qu'il avait envoyé la prose pas qu'à New York, à Apollinaire, qui n'avait pas répondu, mais il s'en est quand même souvenu pour écrire son nom. Absolument. Non mais j'ai rien à redire à tout ça, évidemment. La question que tu poses qui concerne tous les artistes, en fait, donc les poètes, c'est la question, effectivement, du langage élu et de ses métamorphoses perpétuelles. C'est-à-dire que la poésie, elle passe son temps à chercher sa forme. Il n'y a pas... Le danger, quand on pense poésie, mais c'est vrai pour tous les arts, c'est de l'assimiler à une forme prototypique qui dit là on est dans le poème. C'est pour ça que beaucoup de gens ne vont pas au poème aujourd'hui, la plupart des gens, parce que pour eux le poème c'est Victor Hugo, c'est l'alexandrin ou le sonnet de Ronsard, c'est l'octosyllabe rimé ou l'alexandrin rimé, et parce qu'ils ne connaissent rien d'autre. C'est comme quand, vous savez, c'est comme la personne qui voyage que dans sa rue, hein. Le monde est réduit à sa rue, n'est-ce pas? C'est comme, je raconte souvent l'histoire de la personne qui va à Douvres, qui voit une rousse et dit tiens, les Anglaises sont rousses. Eh bien, si on a vu dans sa vie que 5, 10, 15 poèmes dans son parcours scolaire, qui sont tous sur ces modes de fixe, n'est-ce pas, de la poésie fixe et du 19e siècle, on va dire grosso modo, un peu la Pléiade 19e siècle, et puis basta, c'est tout, comment voulez-vous que vous ayez une autre idée de la poésie? Forcément, alors que la poésie a toujours été une invention de forme extraordinaire. Mais le verset de la Bible, les psaumes, c'est du poème, évidemment, ça n'a rien à voir avec l'alexandrin. Mais c'est vrai des Cyrandane que le Clésio a repéré à l'île Maurice. C'est aussi de la poésie, ou les pantoumes malais, qui datent de plusieurs siècles. Et alors le haïku japonais, rien à voir avec l'alexandrin, non, n'est-ce pas? Il y avait que la rime, d'ailleurs. Donc, ça veut dire que la poésie, à travers les siècles, à travers les cultures, à travers les langues, cherche toujours sa forme. Et le lieu et la formule, comme disait Rimbaud, la formule en tout cas. Et on ne la trouve jamais. Et donc la poésie se dépasse toujours. Elle est menacée d'immobilisation. Elle est menacée. Elle doit être un mouvement. Elle doit être de l'inconnu. Si elle n'est plus de l'inconnu, et si elle tombe dans un académisme, un inconnu légitimé, alors elle se perd. Et donc la poésie doit sans cesse lutter contre son académisme. Et tout art de parler de la danse, mais le carnet de voyage risque fort aussi d'être menacé dès que la chose a du succès. La chose est protégée par son insuccès, n'est-ce pas? Mais dès qu'elle a du succès, elle est menacée de ses canons, de ce qui réussit, de ce qui plaît, etc. Et donc d'un langage qui se fige, au fond. Il y a une extraordinaire, dans le carnet de voyage tel que moi je l'ai découvert, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais ici, et déjà, je l'ai découvert par Clermont, hein, eh bien, il y avait une invention de forme extraordinaire. Il y a du multiple, il y a des choses qui se contredisent même. Et ça, c'est génial. Je veux dire que la chose est vivante parce qu'elle invente sa forme. Et si elle a du succès, après, on va dire, le carnet de voyage, c'est ça. Et des grands éditeurs qui vont faire du fric diront, le carnet de voyage, c'est ça. Si vous n'avez pas ces codes-là, ça ne m'intéresse pas. Ben, c'est ce qui menace tout à l'heure, et c'est ce qui a menacé la poésie, l'art le plus ancien. Ça l'a menacé depuis toujours, d'être légitimé dans une forme, et celle-là est point d'autre, n'est-ce pas? Donc ça fait la loi ecclésiale de la poésie. Donc la poésie et le poète est toujours tenu à chaque fois de réinventer sa langue. C'est ce que Rimbaud, en fait, a dit. C'est l'apport de Rimbaud, n'est-ce pas? Quand la poésie, après des siècles, dans l'Europe en tout cas, s'est figée dans ses formes, canoniques, réputées, etc., on avait des virtuoses de la forme, qui n'étaient plus que des virtuoses de la forme, ils nous emmerdaient, quoi. Et bien Rimbaud a foutu, effectivement, le pied dans la fourmilière, et il a fait tout péter. Et il dit, maintenant, chaque poète va inventer sa forme. Et c'est pour ça que ça reste de l'inconnu. Sinon, la poésie, si elle n'est que dans le connu, elle nous ennuie, elle n'a rien à nous apporter. Il faut que le poème nous trouble. Alors là, excuse-moi, moi j'ai quand même un respect plus grand que toi pour René Char, même si je comprends très bien ce que tu veux dire, parce qu'il y a des poèmes de René Char qui sont dans un formalisme, il s'enferme dans sa manière, etc. Mais il dit quand même des choses très belles, surtout dans Fureur et Mystère, qui est quand même son grand livre. Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience. Et je crois que c'est assez vrai quand même. C'est-à-dire que si on ne trouble pas, on est dans un petit confort bené et pépère qui nous laisse dériver sur la grande mer du désastre dans notre petit confort pépère. Donc, je pense qu'il faut troubler. Voilà. Je voulais dire ces choses-là, et puis parce qu'il faut quand même que je vous lise un poème. Encore. Parce que vous n'allez pas sortir d'ici sans entendre un poème en entier. Hein, un vrai. Alors je vais vous lire... pour le plaisir, hein. C'est même pas pour commenter, hein, surtout pas, n'est-ce pas? Vous savez ce que disait
c'était Frédéric Schlegel, de l'Athénéum, c'est-à-dire, peu importe, on s'en fout, mais c'était un poète un philosophe du 18e, ami de Novalis, et il disait, annoter un poème, c'est tenir un commentaire anatomique sur un rôti. Donc pas besoin d'explication, n'est-ce pas? Et je vous lis le poème Le Voyageur, pour le plaisir. Le Voyageur d'Apollinaire. Ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant. La vie est variable aussi bien que le rip. Tu regardais un banc de nuages descendre avec le paquebot orphelin vers les fièvres futures, et de tous ces regrets, de tous ces repentirs, te souviens-tu? Vagues poissons arqués, fleurs surmarines, une nuit c'était la mer et les fleurs s'y répandaient. Je m'en souviens encore. Un soir je descendis dans une auberge triste auprès de Luxembourg. Dans le fond de la salle il s'envolait un Christ. Quelqu'un avait un furet, un autre un hérisson, l'on jouait aux cartes et toi tu m'avais oublié. Te souviens-tu du long orphelinat des gares? Nous traversâmes des villes qui tout le jour tournaient et vomissait la nuit le soleil des journées. Ô matelots, ô femmes sombres, et vous, mes compagnons, souvenez-vous-en. Deux matelots qui ne s'étaient jamais quittés, deux matelots qui ne s'étaient jamais parlé. Le plus jeune, en mourant, tomba sur le côté. Ô vous, chers compagnons, sonneries électriques des gares, chants des moissonneuses, traîneaux d'un boucher, régiment des rues sans nombre, cavalerie des ponts, nuit livide de l'alcool, les villes que j'ai vues vivaient comme des folles. Te souviens-tu des banlieues et du troupeau plaintif des paysages? Les cyprès projetaient sous la lune leurs ombres. J'écoutais cette nuit, au déclin de l'été, un oiseau langoureux et toujours irrité, et le bruit éternel d'un fleuve large et sombre. Mais tandis que mourant roulait vers l'estuaire, tous les regards de tous les yeux, les bords étaient déserts, herbus, silencieux, et la montagne à l'autre rive était très claire. Alors, sans bruit, sans qu'on pût voir rien de vivant, contre le mont passèrent des ombres vivaces, de profil ou soudain tournant leurs vagues faces, et tenant l'ombre de leurs lances en avant, les ombres contre le mont perpendiculaire grandissaient ou parfois s'abaissaient brusquement, et ces ombres barbues pleuraient humainement, en glissant pas à pas sur la montagne claire. Qui donc reconnais-tu sur ces vieilles photographies? Te souviens-tu du jour où une abeille tomba dans le feu? C'était, tu t'en souviens, à la fin de l'été, deux matelots qui ne s'étaient jamais quittés. L'aîné portait au cou une chaîne de fer, le plus jeune mettait ses cheveux blonds en tresse. Ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant, la vie est variable aussi bien que le rip. Ah, ça, tout est dit, hein. Je vais quand même annoter le rôti. C'est qu'on voit justement, là, on est sur la ligne de crête entre la restitution du réel, parce que tout est là, puis on voit littéralement là ce qu'il est en train de raconter, et la formulation. Parce que si vous mettez dans un roman, il vomissait la nuit, le soleil de la journée, vous avez l'éditeur qui va vous dire mon coco change de métier, ou le troupeau, comme c'est dans Zone, le troupeau de paysage ou le troupeau des ponts, la cavalerie des ponts. Je veux dire, c'est cette liberté poétique qui permet d'échapper aux contraintes de la restitution romanesque du réel en prose. Et le problème, c'est quand ça bascule complètement de l'autre côté et que du coup, il ne reste plus rien, parce qu'on cite beaucoup René Char, mais ce sont toujours des sentences. On pourra faire un recueil des sentences de René Char comme ça, qui sont toutes absolument d'une pertinence folle. C'est la lucidité, la blessure la plus rapprochée du soleil, ce genre de choses. Vous voyez, c'est des choses qui vous sidèrent. Mais il n'y a plus le poème. Hein. Et donc là c'est pour ça qu'on est à un point sublime avec Apollinaire, c'est que on est dans la pure poésie et on est dans la pure restitution du réel. Et un réel qui ne doit évidemment plus rien à la prose telle qu'on pouvait la lire en plus à cette époque-là, qui était, avant que Céline arrive, qui était purement académique. Eh bien, est-ce que vous voulez, parce qu'on discute depuis une heure, est-ce que vous voulez vous converser avec nous ou pas?
Ou aller boire l'apéro, c'est quand même bien. Oui. Que Jean-Paul nous parle de son projet poétique, parce que c'est un projet d'envergure qui se décline dans plusieurs ouvrages. Et je voulais savoir quelle est l'intention. Donc, en fait, j'ai terminé la vie poétique là, parce que j'ai 6 livres. Mais moi, mon problème, c'était justement la question de la forme. Et quand, dans les années 70, là, on est dans la mort du roman, etc., donc on ne peut plus raconter. Ce que je disais hier, on appelait ça, la restitution du réel, l'illusion référentielle. C'est-à-dire, mon pauvre gars, qu'est-ce que tu es en train de t'embêter à essayer de rendre compte, là et puis, sachant qu'un texte ne renvoie qu'à un autre texte et qu'il est vain d'essayer de restituer le réel. Et on en était avec Nathalie Sarraute, avec l'ère du doute, et l'ère du soupçon. Et donc, moi, j'avais non pas j'ai jamais écrit de vrais poèmes, mais j'avais cette langue poétique, hein, qu'on peut trouver chez Chateaubriand, par exemple. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas simplement d'une restitution photographique comme ça, syntaxique du réel. Et j'étais très embêté parce que je ne savais pas quoi en faire de cette langue. Et donc, c'est comme mon désir, c'était qu'on me reconnaisse comme écrivain, j'ai pris ce qui était à ce moment-là encore ce qui se publiait, et c'était toujours le roman malgré tout, mais avec une idée de la modernité qui avait été induite par le nouveau roman. Vous ne pouvez plus écrire non plus des romans comme ils s'en étaient écrits. Donc c'est ça que j'ai raconté dans la vie poétique. C'est-à-dire comment on est déterminé par les contraintes du temps et par aussi les formes préétablies. Hein, ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure, c'est l'académisme, c'est le cube là, avec ces quatre parois. Et donc comment s'affranchir de ces parois-là, comment passer de l'autre côté, mais en étant quand même recevable, parce qu'il s'est écrit aussi dans cette période-là, c'était ces romans sans ponctuation, où la syntaxe était complètement déconstruite. Il y avait deux auteurs qu'on mettait en avant, c'était Céline et Joyce. Et Joyce avec Finnegan's Wake, que personne n'avait lu, mais c'est pas grave. On comprenait qu'il fallait écrire de manière à ce qu'on ne comprenne plus, en gros. D'où cette idée que moins un livre était vendu et plus il devait être intéressant, puisque s'il était intéressant, c'est-à-dire s'il était compris, c'est que donc évidemment qu'on avait simplement reproduit les stéréotypes en vigueur. Donc c'est ce combat-là intérieur et en lien avec le monde que j'ai raconté dans la vie poétique. Mais je n'ai jamais été un pur romancier, ça ne m'a jamais intéressé de raconter. J'ai fait des romans avec 10 mises en abîme, comme ça, qui sont aussi des essais sur le roman et sur le romanesque, dans 2 livres qui s'appellent L'imitation du bonheur et La femme promise. Mais le pur roman, je n'ai jamais fait, je ne suis pas un romancier. Et donc, j'ai appris à dire le réel. Hein. J'ai appris avec Kerouac, avec Henry Miller, les écrivains américains qui, eux, ne s'étaient pas coupés par ce formalisme-là du récit. Mais maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de trouver une tierce forme comme ça, entre la réflexion, le langage poétique et le réel. Voilà. Et là, je vais dire on va publier de Jean en janvier aux éditions de Gallimard un livre que j'ai lu évidemment qui s'appelle Flambament de la métaphore, où vous retrouverez beaucoup des réflexions, ce que tu viens de dire en fait. C'est un éloge du chant, un éloge de la poésie pour aujourd'hui et dans l'histoire. Ça repasse aussi à travers l'histoire de la poésie. Voilà, c'est en vers et c'est une forme imprévue que nous invente Jean. Elle disait ça chez Gallimard dans la collection blanche en janvier. Là, je fais de la pub. Hein. Et alors, juste, tu as parlé des psaumes. La langue de psaumes est absolument magnifique, mais un des grands poètes qui n'est jamais cité, c'est Isaïe. La poésie d'Isaïe est absolument incroyable. Et en fait, c'est ça la source de la poésie. La poésie est une langue, c'est la langue du sacré. Comment est-ce qu'on s'adresse aux puissances supérieures? Comment on s'adresse à Dieu? Comment on s'adresse aux divinités? On ne s'adresse pas de la même façon que dans le quotidien. On ne demande pas aux dieux de passe-moi le sel. Et donc, ce langage surévalué, qu'on appelle, qui devient le langage poétique, ce langage sublimé, qui évite
justement ces propos du quotidien, c'est l'essence même de la poésie. C'est que la poésie s'adresse aux dieux. Voilà. D'abord, un grand merci à vous deux. C'était passionnant. Attendez, je vais prendre un micro. Attendez, on vous entend pas. Oui, je voulais vous dire à tous les deux un grand merci. Jean-Pierre, écoute, j'ai vraiment aimé ta fougue, ta façon de parler de la poésie. Ta poésie qui t'habite, ta poésie qui te passionne, ta poésie qui... On n'arrêterait pas... On a envie toujours de t'écouter comme ça. Et moi, je dirais aussi qu'en fait, tout acte de création est une prise de risque. Et je pense qu'à prise de risque, on doit fatalement sortir des sentiers battus. On doit fatalement se coquiner au réel. On doit fatalement, effectivement, explorer le créateur, le poète, le musicien, le sculpteur, le peintre. Il ne cesse de chercher. Et s'il arrête de chercher, je dirais qu'il est mort. Et donc, voilà, c'était ce que je tenais à dire aussi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir? Oui? J'aurais aimé que vous nous parliez du slam et de la chanson. Voilà. 3 heures, là? Oui. oui, on les a. Écoutez, c'est une vaste et profonde question. Pour le slam est une chose insaisissable. Sous le nom de slam, il y a plein de choses différentes. On va dire qu'on a affaire à une poésie, puisqu'elle se prétend telle, une poésie d'origine populaire sans doute, et de tradition orale. Ça existe depuis toujours. Et ça existe depuis toujours, et dans ce domaine-là, il y a le meilleur et il y a le pire. Il y a plus souvent le pire que le meilleur. Mais en soi, c'est une des traditions de la poésie. Le slam ne fait que réactiver, ça vient des États-Unis, ça vient des poètes. C'est une inspiration qui vient des poètes de la Beat Generation dont parlait tout à l'heure Jean, c'est-à-dire Burroughs, Ferlinghetti, Kerouac, qui parlaient au micro, dans les bistrots avec du jazz, ils fumaient, vous avez bien bu, etc. Et dans une ambiance comme ça, un peu, vous voyez, ils lançaient leurs poèmes de façon assez protestataire. Mais c'était des gens qui avaient lu Rimbaud, qui avaient lu Du Bellay, qui avaient tout lu. Vous comprenez? Walt Whitman était en eux, etc. Donc c'était une parole de tradition orale, mais imprégnée d'écrit. Et dans le slam d'aujourd'hui, il y a les deux. Il y a des gens qui ont beaucoup lu. Abdel Malik a lu. Moi, je pense Capitaine Alexandre, il a lu beaucoup de poèmes. D'ailleurs, il s'appelle Capitaine Alexandre, pardon, parce que c'était un char l'a beaucoup marqué. Enfin, voilà. Bref. Et à côté de ça, on oublie tout le temps on nous a fait croire que c'était l'état moderne et neuf de la poésie. Mais non, Jean Rictus était un slameur. Jean Rictus, la fin du 19e siècle, qu'est-ce qu'il faisait? Il écrivait des poèmes en vers rimés, en argot parisien, et c'était un mec qui était un clochard à l'époque. Après, il a gagné de l'argent, mais il était clochard. Il dormait sous les ponts, pour de vrai, à Paris. Et il allait à Montmartre beugler ses poèmes. C'était ça. Et c'était un slameur avant la lettre, excusez-moi. À part le mot slam, qu'est-ce que c'est différent des poèmes qui parlent de protestation, qui parlent de la pauvreté d'ailleurs, et de sa condition, et des conditions de tous les pauvres de Paris, en vers rimés et scandés. C'est du slam, voilà. Donc, vous voyez, derrière le mot slam, il y a aussi simplement des gens qui se retrouvent pour dire des poèmes qu'ils aiment, dans un bistrot. Très bien, mais pourquoi on appelle ça le slam? Vous savez, des poètes qui lisent leurs poèmes au bistrot, Rimbaud, Verlaine faisaient ça. Ils faisaient ça. Ils se cassaient la gueule, d'ailleurs, avec leurs copains. Rimbaud n'était pas le dernier à faire le coup de poing. Enfin, voilà, où ils buvaient de l'absinthe. Donc, voilà, pour ce qui concerne le slam. Après, moi, j'ai aucune exclusion. Tout est possible. C'est au pied du poème qu'on juge le poème. Vous voyez ce que je veux dire? Mais a priori, pourquoi pas? Toutes les formes, elles sont légitimes en elles-mêmes. Et quand on change, Jean dira ce qu'il en pense. Moi, j'ai toujours pensé que la chanson et le poème, d'abord, ils ont une origine commune. On est d'accord? Le poème était chanté au début, on le sait. Ronsard, on l'oublie toujours, était publié. Les poèmes de Ronsard étaient publiés avec une partition. Donc, il y avait une musique dans le livre, dans l'édition, au XVIe siècle, pour peu de gens, mais... Donc, ça a partie liée. À un moment, ça se sépare, mais ça garde
à mon avis, dans les deux cas, la mémoire de l'autre, si je puis dire. Ce sont deux ensembles, comment on dit, superposés, avec une part qui est au milieu, où vous avez des poètes-chanteurs ou des chanteurs-poètes. Vous avez des chanteurs qui sont chanteurs, et excusez-moi, mais Sheila, c'est une chanteuse, c'est pas une poète. Voilà. Et Claude François, pareil. Et puis vous avez des poètes qui sont poètes, et Saint-John-Père, c'est pas un chanteur. Nichard, c'est pas un chanteur. D'accord? Mais au milieu, vous avez des gens qui sont pour moi d'authentiques poètes, et qui sont des chanteurs. Jacques Bertin, pour citer, je pourrais citer des gens beaucoup plus connus. Je fais exprès de citer que Jacques Bertin, un magnifique poète et un magnifique chanteur, les deux à la fois. Mais vous avez évidemment Léonard Cohen, vous avez Brassens. Pour moi, Brassens c'est un pur poète, hein. Magnifique, magnifique poète. À chaque page, évidemment, il y a aussi, moi je pourrais citer certaines des chansons de Brel qui sont de purs poèmes. D'autres ne le sont pas, mais où il est plus dans la chanson, si vous voulez. Hein. Et là, il nous faudrait 1 heure pour qu'on caractérise les choses, entrer dans les nuances et donner plein d'exemples. Je vous dis ma conviction, c'est tout. Hein, c'est tout. C'est pas une doxa, c'est ma conviction. Oui, sur la chanson, là, moi je pense aussi qu'au départ, il y a deux manières de s'adresser aux puissances supérieures. Là. Il faut trouver un langage particulier qui ne soit pas la parole. Et donc, c'est la parole poétique et le chant. Et il y a les laits de Marie de France. Elle s'excuse dans la préface que ce ne soit pas chanté. Parce que le lait était chanté. C'est-à-dire jusqu'à Ronsard, on chantait la poésie. Et donc, on a assisté à cette fragmentation comme ça entre la poésie et le chant. Mais il y a quand même un chanteur, poète génial, c'est Bob Dylan. Quand vous lisez ses textes, c'est une puissance de dingue. Vous lisez Maître de guerre, par exemple, il écrit ça, elle a 22 ans. Et là, on est avec Rimbaud quand même, hein, c'est du costaud. Et puis, il y a ce pouvoir de l'incarnation de la chanson. Et puis, il y a cette chose, parce que quand Dylan est sur scène, on ne comprend rien, il sabote systématiquement ses chansons, mais on est devant ce type-là qui a porté quasiment à lui tout seul toute une contestation là, au début des années 60 et qui a envahi le monde, qui est en train de reculer maintenant, de refluer. Mais il faut voir, à 20 ans, le pouvoir de la poésie à travers le chant. Parce que Dylan, c'est pas Sheila, comme dit, alors qu'ils sont contemporains. Hein. Mais il y a quelque chose de très particulier dans la chanson. C'est que j'ai fait des chansons et puis dans plusieurs avec la voix, le musicien canadien, québécois, canadien, bref. Et il y avait l'impresario avait aussi donné le même texte à un autre. Et le même texte, on avait fait ça avec Maïnimier. Le même texte mis en musique par l'autre, on s'était dit, mon Dieu, quelle bouse on a fait, là, c'est épouvantable. Et le même texte par la voix, c'était génial. Et ce qui est extraordinaire dans la chanson, c'est que la phrase la plus anodine peut devenir absolument miraculeuse parce qu'elle est juste dans un moment, sur 3-4 notes. Et c'est par exemple, Richard Desjardins, le chanteur québécois, qui termine sa chanson par « Tu m'aimes-tu », qui est d'une banalité folle. Et dans cette interrogation terminale, là, c'est absolument bouleversant. Donc, elle emprunte à autre chose, la chanson. Ce qui fait que une phrase très belle peut être absolument plate dans la ligne musicale, et une autre absolument anodine peut soudain devenir absolument bouleversante. Donc il y a l'exemple évidemment des poèmes mis en chanson, et notamment Ferrat chante Aragon ou Ferré avec Aragon et Baudelaire, etc. Et ça donne des choses. La fiche rouge par Ferré est absolument bouleversante, et que c'est vrai que la version de Ferré rend davantage de tragique de la fiche rouge que le poème lu comme ça. Et quand on connaît la chanson de Ferré, lisant le poème, on ne peut pas s'affranchir de la musique de Ferré. Hein. Donc c'était façon, mais c'est un dialogue très très ancien, sans doute le plus ancien de l'humanité, entre le chant et la poésie.
je suis très très heureuse d'avoir pu assister à cet événement. Et, parce qu'en fait, vous apparaissez un peu comme un phare, si je puis dire, au milieu de ma vie. Parce qu'en fait, je suis tombée dans la poésie très jeune. Je ne sais pas si je peux dire vraiment dans la poésie, mais il y avait des mots qui m'apparaissaient en fait, qui m'arrivaient brusquement et à chaque fois j'essayais de comprendre. Donc avec les gens qui avaient autour de moi, j'écrivais, j'essayais de faire lire et les gens me disaient mais je ne comprends pas. Et je leur disais mais ça me vient comme ça et je ne sais pas quel sens leur donner. Il y a aussi eu un peu plus tard au lycée où je demandais aussi aux professeurs de français parce que c'était eux les référents littéraires qu'on a quand on est enfant et qui me disaient bah, continue d'écrire. Et un peu plus tard aussi à l'université, continue d'écrire et en même temps j'avais toujours comment dire, il y a ces mots qui arrivaient, qui venaient, qui s'affichaient, qui repartaient, qui changeaient de forme. En lisant les poésies du 18e, 19e siècle, je retrouvais quelques échos, mais toujours je ne comprenais pas en fait. Et en lisant aussi, en travaillant, notamment, on a pu assister à la semaine de la poésie, et là je commençais à avoir certains échos qui apparaissaient. Je me disais, mais oui, c'est ça en fait, ces mots-là, ils viennent de là. Et avec tout ce que vous avez pu dire aujourd'hui, je commence à avoir un sens qui apparaît. Le fait que quand ça apparaît, ça n'a pas forcément une forme, mais ça veut se dire et ça veut s'écrire. Le fait qu'on n'a pas besoin de le comprendre, ils se comprennent tout seuls. Par exemple, parfois j'écris sans même réfléchir et il y a des mots qui apparaissent, qui se relient tout seuls, qui forment un sens et les autres me disent est-ce que tu as voulu dire ça? Est-ce que tu as voulu dire ça? Et moi je ne sais même pas en fait. Ils sont juste venus et ils m'ont dit quelque chose. Et je trouve que voilà, enfin, j'ai un éclairage, j'ai une lumière sur tout ce que j'ai pu ressentir jusqu'à là. Donc je vous remercie infiniment. Merci à vous. Mais je veux dire une chose aussi. Merci, parce que vous êtes, je pense qu'on a tous une certaine émotion à vous écouter. Et je vous laisse la parole. Juste dire que la poésie, ça se travaille aussi. Il y a ce premier jet, il y a ces mots qui arrivent, etc. Et après, on peut passer des heures et des heures à retravailler. C'est une forme, hein, quand même. Le poème, c'est une forme. Donc, une forme, ça se travaille, ça se polie. On a le souci de la fluidité ou pas, selon ce que l'on souhaite. Mais on n'est pas... ces premiers arrivages comme ça, brutaux, là, ces éruptions là, comme ça de mots, etc., on n'est pas assigné à les respecter à la lettre. Hein, ils se posent là, bon, c'est des briques aussi. Hein, donc avec ces briques-là, bon, je vais élever mon petit bâtiment, comme disait Montaigne, mais il ne disait pas petit, il élever le bâtiment. Voilà. Bien, je pense qu'on est... Ah. Je disais que je n'étais pas tout à fait d'accord avec Jean Rouault, parce que je pense que parfois, justement, dans l'écriture, dans la poésie, ou même dans l'écriture, hein, comme disait Duras, ne pas toucher, laisser les mots tels qu'ils viennent. Et je pense que parfois, effectivement, ce matériau à l'état brut qui sort, je pense que c'est l'essence. Et en fait, on touche du doigt l'essence. Et parfois, c'est d'une beauté, il ne faut surtout pas y toucher. Bien sûr, après, une poésie, ça peut se retravailler, mais parfois, il y a des fulgurances qui arrivent et qui font qu'il faut laisser tout à l'état brut, à l'état intact. Enfin, ça, c'est ma position. Oui, voilà, écoutez, il n'y a pas de vérité là-dessus. Parce qu'on parle des processus de création. Moi, je pense comme Jean que la poésie et l'art demandent toujours une technique, comme on disait autrefois. Forcément. Après, il faut les deux. C'est-à-dire, s'il n'y a pas le surgissement, s'il n'y a pas l'impulsion, quelque chose qui nous traverse, oui, ça vient toujours de quelque chose d'inconnu, d'imprévu qui nous traverse. Surtout pour la poésie. Je ne sais plus qui a écrit le premier vers est donné. C'est vrai que très souvent, il y a une image qui arrive, beaucoup de poètes avec qui j'ai discuté, ils parlent de ça. Sauf que ce qui fait le poète, c'est la prise de conscience à partir de ce matériau brut qui arrive, qui peut être un diamant, hein, parfois, ça arrive, c'est rare.
Parfois, le diamant, il est quand même couvert d'un tout un tas de poussière. Il faut voilà, vous voyez ce que je veux dire? Ou d'une coque qu'il faut enlever. Voilà. Donc, oui, moi, je crois plutôt que la poésie, bien sûr, elle part d'abord de ce qu'on appelle l'inspiration, mais l'inspiration, ça cache plein de bêtises. D'accord? J'écris un petit essai sur cette question, je vous le signale si ça vous intéresse, ça s'appelle « La flaque qui brille au retrait de la mer ». C'est un essai, malgré le titre, n'est-ce pas? Et qui est la question de demander comment on est le poème, comment on est le poète. Et donc j'essaie de répondre à cette question. Je crois que c'est un aller-retour perpétuel entre l'attention et l'intention. C'est-à-dire d'abord l'attention. On est poète sans écrire de poème, je peux le dire, on peut l'être, dans un état de poésie qui est un arrachement, qui est un effort. Rien n'est simple là. Hein. Faut pas croire qu'on est poète comme ça parce qu'on regarde le ciel. Vous comprenez? Ou le soleil, ou parce qu'on a un sourire bonnet. Hein. Non, l'état de poésie, c'est un état d'attention supérieur. Une mobilisation de soi par rapport au réel, par rapport à l'autre en général, n'est-ce pas? Et donc, il y a ça d'abord. Et à partir de là, il y a quand même, forcément, pour chaque poète, je dis, il invente son art poétique aujourd'hui. Il faut bien qu'il trouve dans le chemin des formes, dans les multiples chemins des formes possibles, celle qui est la plus ajustée et qui répond à cette double exigence dont parlait tout à l'heure Jean, qui est très importante. La souveraineté du choix du poète, je fais ce que je veux de ma langue, et en même temps la préoccupation de l'interlocuteur. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va lire, on n'écrit pas que pour soi, ou alors on n'écrit pas. Si on écrit, c'est déjà qu'on le met en dehors de soi. Donc, c'est toujours susceptible d'être lu. Même si on dit, moi, il y a d'autres qui me disent, j'écris, mais personne ne va le lire. Sauf que si personne ne va le lire, pourquoi c'est sur une feuille? Tout, c'est susceptible d'être lu, forcément. Bon, enfin, pour avoir plus ou moins l'intention, mais je ne connais pas beaucoup de gens qui, au fond, ne souhaitent pas, une fois qu'ils ont écrit, être lus. Donc, quoi qu'il en soit, il y a un interlocuteur. Publié chez Gallimard peut-être, oui. Mais en tout cas, donc, si... Je crois que quoi qu'il en soit, si on écrit vraiment des poèmes, la plupart du temps on veut être lu, alors on ne peut pas ne pas prendre en compte le lecteur. Et on le prend plus ou moins. Moi, quand j'étais jeune, je m'en foutais du lecteur. J'étais superbement égocentré, j'ai inventé ma langue, j'écrivais ce que j'ai... Et puis les autres, merde, ils lisent ce qu'ils veulent, etc. Vous voyez? Mais plus on grandit, plus on pense aussi, comme j'ai appris à le penser, que la poésie avait à voir avec le social, avec nous tous, que c'est pas pour moi que j'écris, sinon à quoi ça sert? En fait, on s'en fout, hein. Le monde brûle, que vous écriviez des poèmes ou pas, on s'en fout. Pour moi, c'est ça aujourd'hui. Si j'écris, ça ne peut avoir de justification que dans l'histoire du monde. Qu'est-ce que la poésie apporte? C'est ça qui, aujourd'hui, justifie mon... Et c'est pas forcément que j'écrive des slogans, parce que ça, il y en a d'autres qui le font, il n'y a pas besoin du poème. C'est ce que la poésie apporte que le reste n'apporte pas, et qui me paraît indispensable pour aller contre. Vous voyez, voilà. Et alors là, forcément, il y a un travail de prise en compte du lecteur et de l'effet du poème. Et à quoi il sert. Enfin, voilà, toutes ces questions secondaires, mais essentielles. Merci beaucoup. Je pense qu'on a tous passé un moment particulier dont on se rappellera. Alors, petite précision, et ça je suis très heureuse qu'on ait pu l'anticiper, ce moment poétique a été capté, donc vous pourrez le revoir sur notre site prochainement. Voilà, il y aura des liens et ça vous permettra de le revoir avec plaisir. Je pense qu'on en aura bien besoin. En tout cas, je tiens à remercier nos deux intervenants, Jean Rouault et Jean-Pierre Siméon. Ce fut vraiment un délicieux moment et je me dis que, mais quelle chance de t'avoir rencontré, Jean-Pierre, et qu'on ait parlé. Mais poésie et voyage, mais c'est une évidence. Vous avez toute votre place parmi nous. Et vous l'avez si bien traduit. Moi, je vais pas reprendre certains de vos mots parce qu'ils ont été tellement bien exprimés. Mais vous avez toute votre place. Donc Jean-Pierre, carte blanche, l'année prochaine, on va créer un super moment autour de cette poésie et le voyage, les poètes en voyage. Et j'en suis ravie. Donc merci beaucoup. Merci.